Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. On va combien d'années en arrière? Bon, on va pas loin, on va à 29 ans en arrière. Non, mais avant, d'abord, Angela Merkel, elle n'est plus, c'est fini. Oui, elle a décidé, c'était prévu déjà depuis plusieurs mois, on le savait déjà, qu'elle devait définitivement quitter ses fonctions de chancelière. C'est ce qu'elle a fait hier. Après combien de temps? 16 années. 16. Oui, elle a passé 16 ans, elle a gagné. Oui, 4 mandats. Elle a fait 4 mandats. Donc, elle est celle qui a aussi le plus qui a eu la plus grande longévité à la tête de l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, depuis la fin de la réunification. Helmut Kohl n'a pas duré? Non, Helmut Kohl avait fait 8 ans. Vous parlez de lui à la télé tous les jours. Mais oui, parce qu'il a été c'est lui qui a été le père de la réunification de l'Allemagne. C'est grâce à lui que l'Allemagne s'est réunifiée. En fait, en réalité, il n'a fait que saisir il n'a fait que s'arrimer à l'histoire. C'est-à-dire que quand le mur de Berlin a chuté, il faut savoir que pendant plus de 50 ans, ça a été une grosse fracture pour les Allemands de voir leur pays ainsi divisé en deux. La chose la plus dramatique, c'était ceux qui vivaient à Berlin. Parce que la porte de Brandebourg, qui est aujourd'hui un peu le lieu qui était le seul point de passage entre le côté est et l'ouest, est devenu maintenant une grande place touristique aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il y avait des familles, des frères, des sœurs, des pères et des enfants qui avaient été coupés en deux, parce qu'ils n'habitaient pas du même côté du mur. D'accord. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était dramatique et on appelait même, à juste titre, le mur de la honte. Donc voilà pourquoi Helmut Kohl était populaire. Voilà, il est rentré dans l'histoire comme étant celui qui aura été l'architecte de la réunification. Il est remplacé par Gerhard Schröder. Lui aussi qui va mettre à peu près 8 ans. Mais lui, Gerhard Schröder est beaucoup plus ce qu'on appelle un social-démocrate. C'est lui qui va plutôt travailler pour la réindustrialisation, le redéveloppement économique de l'Allemagne de l'Est, même si évidemment les résultats ne seront pas ceux escomptés aujourd'hui. Mais lui, il aura eu un impact moindre, certes, que Helmut Kohl, parce que Helmut Kohl a été... Voilà, Helmut Kohl remplace Karl Brandt, qui lui a été le père du rapprochement entre la France et l'Allemagne, parce que la France et l'Allemagne étaient deux pays rivaux, notamment en Europe et durant les deux grandes guerres. On ne va pas revenir dessus. Mais le général de Gaulle avait bien compris la nécessité de se rapprocher de l'Allemagne parce que si on voulait créer une Europe forte qui puisse discuter avec les États-Unis d'égal à égal, parce qu'il faut savoir que après la Seconde Guerre mondiale, la superpuissance qui émerge, c'est les États-Unis à côté de la Russie. Donc les Européens savent qu'ils sont déjà largués, ils sont dépassés. Et donc la seule façon pour eux pour essayer de sauver les meubles en quelque sorte, c'est que la France d'un côté, elle dispose d'un vaste empire colonial dont elle peut user pour essayer dont le rayonnement dont elle peut user pour rayonner à l'échelle de la planète. Et l'Allemagne a, elle, la puissance industrielle, la puissance technique. Et donc, les deux, s'ils s'allient, ils peuvent mettre en place une Europe très forte pour pouvoir discuter d'égal à égal avec les États-Unis. Ils savaient déjà que les Britanniques, de par l'affiliation de la langue et aussi de l'histoire et de la culture, ils n'allaient pas forcément s'arrimer dans cette même perspective-là. Donc les Français ont vite compris que même s'ils étaient des alliés durant la Seconde Guerre mondiale, mais la création d'une Europe forte qui soit l'équivalente ou l'égale de la puissance américaine ne pourrait pas se bâtir en mettant en place un axe entre Paris et Londres. Et donc, le général de Gaulle a privilégié l'axe Paris-Berlin. Ok. Donc, Gerhard Schröder est remplacé par Angela Merkel. Angela Merkel, lui, qui, elle, va faire ses 16 ans à la tête de... C'est quoi le secret de sa longévité ? Les Allemands disent que c'est quelqu'un qui est extrêmement pragmatique et puis c'est quelqu'un qui, au fil des années, aura su s'adapter, si tu veux, aux différentes situations auxquelles l'Allemagne va faire face. Même si ses détracteurs disent que sur le plan social, elle n'a pas vraiment été à la hauteur d'un pays aussi riche que l'Allemagne. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, sous Angela Merkel, ce n'est que très tardivement, c'est il y a à peine un an là, que le salaire minimum avait été adopté. L'Allemagne n'avait pas de salaire minimum. En Allemagne, le pouvoir des syndicats aussi était extrêmement restreint. Mais Angela Merkel avait une position qui était que si l'économie marche bien,
forcément le social va suivre. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que vous avez une économie qui est florissante, qui est développée, qui est puissante, que vous allez avoir des minima sociaux qui soient acceptables ou que vous allez avoir toutes les niches de pauvreté, toutes les niches de précarité qui vont disparaître. Ce n'est pas vrai. Et malheureusement, ça, c'est l'un des bémols de sa présidence ou de sa durée, enfin de sa présence à la tête de la chancellerie. Donc Merkel, c'est le nom de son mari. Oui. Elle s'appelle Kastner. Exactement. Elle est originaire de l'Allemagne de l'Est. Donc c'est la première chancelière originaire de l'Allemagne de l'Est depuis la fin de la chute de Berlin, et c'est la première femme également à avoir occupé cette fonction, et c'est la personnalité qui aura mis le plus de temps. Donc elle a plusieurs records, elle a à plusieurs reprises, pour ces 3 raisons-là, elle entre quand même dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme l'une de ses plus grandes réussites? Comme l'une de ses plus grandes réussites, je dirais plutôt le fait qu'elle ait réussi à maintenir l'Allemagne à la tête de l'Europe, même si les Français veulent parfois donner l'impression que c'est un axe franco-allemand qui dirige l'Europe. En réalité, non. En réalité, Angela Merkel, c'est une femme de caractère, c'est une femme de poigne, et c'est ce que les Allemands ont toujours aimé avec elle. Je pense que c'est elle qui a dirigé véritablement l'Europe durant les 16 années où elle était là. Elle a laissé quand même un peu de prestige, un peu de pouvoir à la France et aux autres, mais on sait que la plupart des décisions étaient dictées par l'Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle part, elle laisse à la tête de l'Allemagne une ressortissante allemande, donc Ursula von der Leyen, qui était son ancienne ministre, qui était plusieurs fois membre de son Donc elle sera remplacée par une Allemande, c'est officiel? Il a déjà été... Qui ça? Non, Angela Merkel, elle sera remplacée par une femme? Non, Olaf Scholz, c'est son ancien ministre des Finances. C'est lui qui la remplace. On ne remplace pas comme ça. En Allemagne, on fait d'abord des primaires dans le parti. Et ensuite, une fois que les primaires sont faites, le congrès entérine et ensuite on passe les élections. Maintenant, il y a une coalition qui s'est mise en tête et qui s'est mise en place, et cette coalition-là, qui a pris ses fonctions hier, avait décidé déjà au départ de nommer Olaf Scholz comme le successeur d'Angela Merkel. Jean-Paul, on repart 29 ans en arrière, c'est ce que tu as dit ce matin. Oui, on va en Somalie. Le 9 décembre 1991, il y avait 2 opérations sous l'égide de l'ONU qui avaient été lancées. C'était l'opération Restore Hope américaine et l'opération Oryx française. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que la République fédérale de Somalie, c'est un État qui est situé à la corne de l'Afrique, notamment dans une région qui est aride et constituée de désert. Alors, elle a une superficie de 650 000 km², ça fait à peu près 2 fois et demi la taille du Gabon, mais elle est peuplée d'environ 10 millions d'habitants. Ça, ce sont les chiffres de 2016. Alors, elle a obtenu son indépendance le 1er juillet 1960, notamment grâce à la réunification de la colonie italienne de Somalia, qui avait pour capitale Mogadiscio, qui est située sur le bord de l'océan Indien, et de la colonie britannique de Somaliland, qui a pour capitale Berbera, qui est, elle, située sur le golfe d'Aden. Alors, la naissance de la Somalie avait été quelque chose qui avait été salué par la communauté internationale, parce que sur tous les pays africains, la Somalie est le seul pays où toutes les populations parlent la même langue, le Somaliland, et toutes les populations pratiquent la même religion, donc l'islam. Donc c'est un pays monoculturel normalement. Et donc on se disait que s'il devait y avoir des problèmes dans d'autres pays, pour des questions d'ethnie, pour des questions de domination régionale et autres, on se disait que là-bas en Somalie, il n'y a aucune raison que ça puisse arriver. Or, malheureusement, l'histoire prouvera le contraire. Parce qu'il faut bien comprendre que tout part déjà du 15 octobre 1969, lorsque le général Siad Barre décide de prendre le pouvoir à Mogadiscio après un coup d'État. Alors, le général va se lancer 10 ans plus tard, en 1977, dans une guerre contre l'Éthiopie, notamment en vue d'annexer la province désertique de l'Ogaden, qui est frontalière avec la Somalie. Et cette province a la particularité d'être peuplée de populations somalies. Et donc cette guerre contre l'Éthiopie va plutôt se transformer en une véritable déroute. Et pour essayer de faire taire également les dissensions internes qui commençaient à gronder du fait du fiasco de ce conflit, le général Siad Barre va donc s'appuyer sur notamment son clan tribal. Malheureusement pour lui, il sera renversé le 27 janvier 1991 et à sa chute, c'est là où les choses se compliquent puisque l'anarchie va s'installer et le Somaliland, qui était l'ex-colonie britannique, comme je l'ai dit plus tôt, va proclamer unilatéralement son indépendance le 18 mai 1991. À partir de là,
le pays sombre dans la violence perpétuelle et la famine. Et c'est donc pour restaurer la paix et acheminer de l'aide humanitaire vers les populations que les troupes américaines et françaises vont donc décider d'arriver en Somalie. C'était notamment sous les présidences de Bill Clinton et de François Mitterrand. Et donc, en premier échelon, donc une compagnie du 2e régiment de parachutistes va débarquer près de la capitale Mogadiscio. Et là, sous les caméras du monde entier, dans ce premier contingent qui va compter jusqu'à 40 000 soldats, dont 3 500 Français, auront pour mission de tenter de rétablir un peu de paix et surtout de ramener le calme et surtout ramener la paix entre les différentes factions qui se battent dans le pays. Et donc cette opération militaire, comme je l'ai dit, qui bénéficie d'une forte médiation. On se rappelle des images. Ça, c'est la chute du Faucon Noir. C'est exactement ça. Une partie va inspirer ce film-là. Donc, on se rappelle des images, notamment du ministre français Bernard Kouchner à l'époque, qui atterrissait à Mogadiscio, qui descendait là, il allait à la plage, il allait au port, il prenait un sac de riz, mettait sur l'épaule pour montrer aux caméras du monde entier que l'Europe était venue, enfin que l'Occident, pas l'Europe, l'Occident était venu une fois de plus aider l'Afrique qui faisait face à un problème humanitaire. Malheureusement pour lui, les choses vont mal se passer puisque à partir de 2 ans plus tard, donc à partir du 4 mai 1993, l'ONU va décider de prendre le relais des forces américaines et françaises avec le déploiement de 28 000 casques bleus. Mais dès le mois suivant, donc le 5 juin 1993, 23 casques bleus pakistanais sont d'abord tués par des miliciens du général Haïdid, qui était l'un des hommes forts, l'un des chefs des milices les plus puissantes qui sévissaient à Mogadiscio. On disait même que c'était la milice la plus puissante. Et une semaine plus tard, c'est un commando américain qui échoue dans une opération de représailles contre la dite milice. Et c'est cette opération dont tu parlais qui va inspirer le cinéaste Ridley Scott à réaliser le spectaculaire film d'action qui s'intitule La chute du Faucon Noir, qui est sorti justement en 2001. Mais il faut relativiser quand on regarde ce qui s'est dit dans La chute du Faucon Noir et la réalité, c'est que La chute du Faucon Noir a surtout voulu mettre en avant l'héroïsme des Américains, notamment des GI qui ont pour slogan de ne jamais abandonner des hommes derrière. Mais en réalité, l'opération ne s'est pas totalement passé comme ça et c'était plus un fiasco pour les Américains. Et donc, après la mort de 7 nouveaux casques bleus, cette fois indiens, le 22 août 1994, les Américains vont donc décider de quitter définitivement le pays en catastrophe, abandonnant les habitants à leur démon, un peu à l'image de ce que l'on a vu dernièrement en Afghanistan. Ils vont quand même revenir brièvement l'année suivante, le 28 février 1995, notamment pour couvrir l'évacuation des derniers casques bleus qui étaient devenus les otages des milices. Et évidemment, depuis lors, la Somalie est devenue un non-État dans la mesure où entre 1995 et il faut attendre 2008-2009 où la communauté internationale va une fois de plus se pencher sur la Somalie. Et là, du fait, c'était beaucoup plus de l'arrivée notamment de groupes djihadistes qu'on appelle les tribunaux islamistes, dont les miliciens sont appelés les Chebabs. Ce sont ces Chebabs-là qui avaient notamment été des alliés d'Al-Qaïda et qui sont accusés d'avoir perpétré des attentats à Dar es-Salaam en Tanzanie et également dans d'autres pays africains et notamment au Kenya. Et donc c'est à la suite de l'arrivée de ces tribunaux-là que la communauté internationale va de nouveau se pencher et donc une force va être mise en place pour mettre un terme à justement à la prise de pouvoir des Chebabs. Et donc, on va arriver après, je crois, en 2015, à la mise en place d'un nouveau gouvernement qui est dirigé cette fois-ci par un civil, le monsieur Mohamed Abdou Ali Mohamed. Malheureusement, Mohamed Abdou Ali Mohamed devait organiser en fin de l'année dernière une élection présidentielle parce que évidemment on a mis en place un principe de rotation à la présidence, c'est-à-dire que il y a une personne, le président ne peut pas doubler le mandat, une personne élue c'est pour un mandat et après c'est une personne d'un autre clan en fait, on remplace. Et donc malheureusement
le président Mohamed Abdouali Mohamed estime que, étant donné la pandémie, étant donné un certain nombre de choses, notamment la lutte contre les miliciens Chebab et tout ça, l'insécurité, donc il n'a pas été en mesure de pouvoir organiser des élections dans les délais requis par le code électoral somalien. Donc, il avait demandé et obtenu de la part du Parlement une prolongation de son mandat de 2 ans. Donc, les prochaines élections devaient être organisées en 2023. Sauf que, ça a suscité la colère des opposants du président Mohamed. Et donc, depuis, on a assisté, d'une part, à de la reprise des armes de certaines milices qui sont opposées à cette prolongation du pouvoir du président Mohamed, et d'autre part, les milices Chebab, donc des tribunaux islamiques, qui espèrent, eux, toujours reprendre le contrôle de la capitale et donc reprendre, si tu veux, la domination du pays. Donc, c'est un peu dans ce climat-là, toujours d'extrême violence, que se trouve la Somalie. Et donc, la Somalie, donc, depuis là, lutte contre ces vieux démons et malgré le fait, comme je l'ai dit, que ce soit le seul pays où toute la population parle la même langue et toute la population pratique la même religion, c'est le pays où l'instabilité est la plus forte et la plus longue de toute l'histoire des États africains. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Un big up spécial à Konefa, bien connecté dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.